Qu'est-il arrivé à Agathe Hilleret le 10 avril dernier? Cette jeune femme de 28 ans, habituée à faire de longs joggings, se volatilise alors qu'elle est partie courir dans la Vienne. Des recherches sont lancées, mais les enquêteurs ne parviennent pas à la retrouver immédiatement. Il faudra attendre presque un mois avant que son corps ne soit découvert par un promeneur dans un sous-bois le 5 mai dernier. Si l'enquête est toujours en cours pour tenter de savoir ce qui est arrivé à la jeune femme, les gendarmes ont désormais des raisons de penser qu'Agathe Hilleret n'est pas morte de cause naturelle. Ils se dirigent aujourd'hui vers la piste criminelle grâce à un objet en particulier, la montre connectée que portait la victime le jour où elle a disparu. En quoi les objets connectés peuvent-ils être utiles aux enquêteurs ? Comment la police et la gendarmerie les utilisent-ils pour résoudre les énigmes criminelles? Je suis Elisa Tranin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. François Daoust, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous reviendrons avec vous sur l'exploitation de ces objets connectés dans les enquêtes. Mais d'abord, un rappel des faits avec vous, Elisa. Le 10 avril dernier, un homme contacte la gendarmerie dans la Vienne pour signaler que sa fille n'est pas rentrée de son jogging. Oui, cet homme explique que sa fille Agathe, 28 ans, est partie dans la matinée faire son jogging près de la commune de Vivonne, à 20 km au sud de Poitiers. Elle a quitté son domicile à 10h30 et quand son père appelle les gendarmes en début d'après-midi, eh bien, il n'a plus de nouvelles de sa fille depuis son départ. Assez rapidement, le parquet de Poitiers décide d'ouvrir une enquête pour disparition inquiétante parce qu'il s'agit d'une jeune femme qui était adepte de la course à pied, qui courait très régulièrement dans cet environnement qu'elle connaissait très bien. Donc le procureur lance un appel à témoins. Il décrit une jeune femme qui portait un short, un haut à manches courtes, qui mesure 1,65 m et qui, lorsqu'elle est partie courir, avait les cheveux attachés. En parallèle, un dispositif de recherche très important va être déployé dans la zone où la jeune femme serait partie courir. Sur le terrain, une centaine de gendarmes sont mobilisés. Ils vont ratisser les environs. On va aussi faire appel à 2 brigades cynophiles. Ce sont des équipes qui travaillent avec des chiens pour retrouver la trace d'une personne disparue. Alors ces recherches, elles vont durer plusieurs jours et les enquêteurs peinent à ce moment-là à trouver des indices. Oui, ce qui rend les recherches compliquées, c'est finalement le terrain en lui-même. Il s'étend sur environ 100 mètres carrés. C'est un endroit très rural, avec beaucoup de champs, de haies, de sous-bois, avec des herbes hautes, et ça complique effectivement la tâche des enquêteurs. Le 14 avril, le procureur de Poitiers, Cyril Lacombe, annonce que les faits ont été requalifiés en enlèvement et séquestration. Alors, ce n'est pas forcément l'hypothèse privilégiée, toutes les pistes sont sur la table, de l'accident à la disparition volontaire, en passant par un suicide ou l'intervention d'un tiers. Cette requalification, en fait, elle permet simplement au parquet d'obtenir plus de moyens pour les recherches. Au fil des jours, de nombreuses personnes vont répondre à l'appel à témoins. Au total, les gendarmes recueillent environ 180 témoignages, mais ces signalements ne semblent rien donner, tout comme les recherches sur le terrain qui vont s'arrêter à peu près une semaine après la disparition d'Agathe Hilleret. Et il faudra attendre encore quelques semaines avant que l'enquête connaisse un rebondissement avec, cette fois, la découverte du corps de la joggeuse. Le 5 mai, un promeneur va contacter les autorités. Il explique qu'il vient de découvrir un corps dans des sous-bois. Et en arrivant sur les lieux indiqués par ce promeneur, les gendarmes se rendent compte que le sous-bois en question, il se trouve en dehors de la zone où se sont déroulées les recherches, ce qui peut expliquer qu'on n'ait pas retrouvé le corps plus tôt. Une autopsie est réalisée. Elle confirme rapidement qu'il s'agit bien du corps d'Agathe. Par contre, l'état de décomposition dans lequel il se trouve ne permet pas de révéler exactement de quoi elle est morte. Et pourtant, une piste finit par se dégager, c'est celle de l'intervention d'un tiers. Exactement, c'est la piste criminelle qui est désormais privilégiée. On l'a dit, l'autopsie n'a pas forcément révélé grand-chose sur les circonstances de sa mort. Par contre, un autre élément plutôt inattendu a fini par parler. Il s'agit de la montre connectée de la jeune femme. Cette montre, elle a été expertisée par l'IRCGN et l'analyse a été fructueuse puisque les gendarmes ont noté qu'il y avait eu une hausse des battements du cœur d'Agathe avant son décès, ce qui pourrait signifier qu'elle a fait un effort intense, un effort inhabituel juste avant de mourir. Autre donnée intéressante, la géolocalisation. Le GPS intégré à sa montre indique que le lieu où son cœur a cessé de battre est situé à une centaine de mètres de l'endroit où son corps a été retrouvé.
ce qui peut vouloir dire que la dépouille a été déplacée, d'autant que l'endroit où elle est morte correspond au lieu où les chiens de la gendarmerie ont perdu sa trace lors des recherches. Même si cette hypothèse est aujourd'hui la plus probable, de nombreuses questions restent encore sans réponse. On ne sait ni qui pourrait être impliqué dans la mort d'Agathe Hillary, ni pour quelles raisons. Et on ne sait pas non plus précisément comment la jeune femme est décédée. Merci beaucoup Elisa pour ce récit. François Daoust, je rappelle donc que vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN. Vous avez co-signé un livre avec Jacques Pradel l'an dernier aux éditions du Rocher, Police technique et scientifique, le choc du futur, un ouvrage passionnant. Merci d'être avec nous. Pour commencer, quand on parle d'objets connectés, eh bien de quels objets on parle précisément? Est-ce que par exemple ça inclut les téléphones portables? Mais exactement, ça inclut les téléphones portables. Il faut savoir qu'actuellement, une scène de disparition en l'espèce avant que ça devienne une scène de crime, comporte maintenant beaucoup plus de traces numériques que de traces classiques. Et à partir de ce moment-là, c'est la nécessité de les exploiter pour arriver à remonter. Par exemple, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, sur cette zone de 100 km² avaient été privilégiés les circuits qu'empruntait la jeune femme habituellement pour faire ses footings. Et en dehors de cette zone, à quelques centaines de mètres près, son corps est découvert. Et ce qui nécessite, en plus de la recherche de traces, un balayage complet de l'ensemble de tout ce qui a pu borner au point de vue téléphonie, mais également des véhicules, parce que les véhicules ont aussi des cartes SIM comme les téléphones. Et le bornage, ça donne une zone assez large, et cette zone va donner un certain nombre de personnes présentes, mais pas forcément là où on peut le croire. En revanche, dès lors qu'on a contact avec la personne, qu'on retrouve le téléphone, le véhicule ou autre, à l'intérieur, il y a le fameux GPS qui permet une localisation entre 1 mètre et 10 mètres sur tous les endroits où il a borné. Là, c'est beaucoup plus précis. Et en l'espèce, les objets connectés, que ce soit la téléphonie, mais également la montre de la victime, ont été essentiels pour expliquer ce qui a pu se passer. Concrètement, comment est-ce qu'on exploite ces objets connectés et quelles données est-ce qu'on va en tirer? Alors, l'exploitation des objets connectés est plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, il y a eu des affaires où il faut extraire, par exemple, il y a des coussins qui surveillent votre sommeil, votre rythme cardiaque, de façon à voir si vous faites de l'apnée du sommeil, etc., qui enregistrent tout ça et qui, au fur et à mesure, permettent de savoir si vous êtes en bonne santé ou pas, ou si vous faites un arrêt cardiaque, est-ce qu'il est lié à une apnée profonde ou au contraire, est-ce qu'il a été provoqué par un étouffement? Relever tout ça, c'est chaque objet, selon le fabricant, soit il a nativement des programmes qui sont, on pourrait dire, avec des grands majors de l'informatique et on peut les extraire normalement, soit ce sont des programmes propriétaires, c'est-à-dire que chaque objet dépend du programme réalisé par le constructeur. Que ce soit un frigo connecté, que ce soit la domotique de votre appartement ou de votre maison, ou que ce soit les différents objets, la brosse à dents, le pèse-personne, le coussin ou la montre connectée. Donc là-dessus, ce sont de véritables experts numériques qui vont devoir réaliser l'environnement des objets, quel langage ils parlent, et quel est outre ce langage, quel est le programme qui les fait fonctionner, qui enregistre de façon à pouvoir extraire toutes les données qui ont été enregistrées. Ces traces numériques, est-ce qu'on peut dire que c'est l'avenir des enquêtes aujourd'hui? Alors, l'avenir, je dirais, c'est déjà le présent. C'est le présent des enquêtes. L'affaire Lina, il n'y a pas si longtemps que ça, a été résolue uniquement avec les traces numériques. Rappelez-vous, quand elle avait disparu sur ce chemin entre chez elle et la gare, il n'y avait aucune trace matérielle, quelle qu'elle soit, pas pas d'ADN, pas d'empreinte, pas de freinage, rien. Les seules traces qui ont permis de remonter jusqu'à elle ont été les traces numériques. Donc,
Après la révolution des empreintes digitales au début du XXe siècle, après la révolution de l'ADN dans les années 1990, nous avons depuis à peu près 10 ans la révolution du numérique qui rentre dans le quotidien de tout le monde et aussi dans celui beaucoup plus exigeant des enquêteurs et des experts en numérique. À quel degré est-ce qu'on peut dire que c'est fiable finalement une trace numérique? Est-ce que c'est plus fiable qu'une trace physique par exemple? Ce sont les mêmes. Il faut savoir que les traces numériques sont des traces physiques parce qu'elles sont inscrites et gravées sur un support. Donc le tout, c'est de pouvoir les extraire sans les abîmer, comme on pourrait révéler de l'ADN sans l'abîmer, sans le polluer, etc. À partir du moment où le protocole d'extraction des métadonnées est bien fait, eh bien, c'est comme toute trace, la fiabilité, elle est au niveau de la science et de l'expertise qui est réalisée. Et est-ce qu'elles peuvent servir de preuve, toutes ces traces numériques, dans un procès, par exemple? On se basait beaucoup jusqu'ici sur l'ADN. Est-ce que désormais, on va pouvoir dire telle ou telle affaire a été résolue grâce au téléphone portable, grâce au bornage, etc. Est-ce que ça peut servir de preuve au moment du procès? Oui, parce que, étant donné que c'est une trace physique qui est parfaitement reproductible, solide au point de vue juridique, et bien qu'elle soit numérique, qu'elle soit biologique, qu'elle soit matérielle ou comme un morceau de verre que l'on aurait retrouvé, qui était le même verre que la victime avait chez elle sur sa fenêtre, etc. Eh bien, la justice les reconnaît comme tels et il y a un certain nombre de procès déjà qui ont eu lieu aux USA où la preuve numérique a été totalement reconnue. Et en l'espèce, en France, les traces numériques qui sont données par les bornages, la téléphonie ou autres sont déjà intégrées dans le procès pénal comme preuve matérielle. Comment est-ce que les enquêteurs aujourd'hui arrivent à s'adapter à toutes ces nouvelles technologies finalement? Est-ce qu'il y a des formations particulières? Alors oui. Alors il y a la formation de l'enquêteur qui lui va faire l'enquête classique et il y a la formation spécialisée des techniciens, des spécialistes et des experts en traces numériques. Mais le monde de l'un croise le monde de l'autre. Je vous donne un exemple. Maintenant, quand les enquêteurs arrivent sur une scène pour travailler avec ceux qui font les prélèvements, eh bien, ils doivent laisser, s'ils ne le font pas, c'est une erreur, ils doivent laisser leur téléphone hors de toute scène de découverte ou de scène de crime. Pourquoi ? Parce que les objets connectés, par exemple, que ce soit domotique ou tout ce qu'il peut y avoir autour, a une habitude native qui est dans son programme, c'est d'essayer de se connecter avec tout autre objet numérique. Mais comme ils ont des mémoires tampons qui sont limitées, les dernières tentatives de connexion qui pourraient être le téléphone d'un enquêteur, d'un substitut du procureur qui vient sur place et qui ne l'aurait pas enlevé, eh bien, va prendre la place d'une ligne de code précédente qui montrait que quelqu'un d'autre était passé et s'était connecté. Donc, déjà, dans l'approche de la scène, au même titre que les enquêteurs, maintenant, quand ils rentrent, ils doivent s'habiller pour ne pas polluer la scène. Eh bien, pour ne pas polluer la scène au point de vue trace numérique, ils doivent laisser à l'extérieur tout ce qui peut générer des traces numériques, en l'espèce des téléphones portables. J'aimerais qu'on revienne un instant sur l'affaire Jubilard, parce que des points de connexion ont été relevés entre le téléphone de Cédric Jubilard et un endroit boisé à peu près une demi-heure de route du domicile familial. Et pourtant, la justice a, ces dernières semaines, refusé de nouvelles investigations à cet endroit-là. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas se fier uniquement à ce genre de données téléphoniques ou GPS ? Alors là, je pense qu'on va assister au procès à une bataille d'experts. L'expert qui a fait des extractions générales de données et l'expert qui a, fait remarquer que toutes les métadonnées qui ont été sorties ne pouvaient pas être un artefact, mais bien un déplacement et que c'était lié au GPS et non pas au bornage, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'un GPS d'un téléphone qui est en mode avion peut continuer à enregistrer. En revanche, le bornage ne montre aucun déplacement.
Donc là-dessus, c'est ce qui se passera très certainement au procès. Le fait de ne pas avoir souscrit à la demande d'une des parties civiles d'aller sur place pour faire de nouvelles recherches était plus, je dirais, dans la suite logique du procès. Le procès est programmé. Son issue sera soit les jurés vont considérer que Cédric Jubilard est innocent et très certainement le parquet fera appel de ce jugement, soit les jurés vont rendre une sentence et ce sera à ce moment-là les avocats de la défense qui feront appel du procès. Toujours est-il que le président du tribunal peut parfaitement à ce moment-là demander, c'est prévu par le Code de procédure pénale, des compléments d'expertise pour bien évaluer cette bataille d'experts, et peut demander également que sur la zone soient fait des recherches et des fouilles particulières. Là, le calendrier judiciaire était tellement contraint que on a préféré, peut-être que je me trompe, mais que la justice a préféré vraiment purger le calendrier judiciaire et voir dans un deuxième temps pour les expertises complémentaires et des recherches si nécessaire. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler avec vous dans Affaires suivantes, le podcast inédit, ou dans l'émission Affaires suivantes. Merci à tous les deux pour votre éclairage. Vous pouvez retrouver cet épisode qui est donc le dernier de la saison sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Et puis rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles enquêtes d'Affaires suivantes, le podcast inédit.